Salut Karl, comment tu vas? Salut Janice. Écoute, Ouais, on est là, hein? franchement, ça On fait est là. longtemps. La dernière fois qu'on s'était vu, tu étais étudiant à Reims. 10 ans se sont écoulés, je pense, hein, depuis 2016. Qu'est-ce que tu deviens? C'est quoi ton parcours? 2016, je venais d'avoir Master 1, direction financière, contrôle de gestion et audit, Mhm. parce que j'avais un parcours très financier à l'époque. Tout ce qui est contrôle de gestion, comptabilité, audit et tout ça, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Et puis, je travaille dans un cabinet comptable à gaspiller l'année, jusqu'à ce qu'on recommence l'année académique. Et je m'inscris en économie à Nancy. Donc là, je quitte Reims, je vais directement à Nancy. Cette année académique-là, je découvre pour la première fois le terme conformité. Je décide de faire un stage, vraiment de faire une étude là-dedans. Donc je rentre à la Banque Postale en tant que contrôleur interne. 2020, j'étais pareil, chargé de conformité, mais sur la partie KYC chez la BNP. Ici, on va dire c'est KYC. C'est ça, KYC. Et conformité. Lorsqu'on parle de conformité dans ton domaine, Mhm. concrètement, c'est quoi? Comme tu as dit KYC, c'est en anglais, KYC en Mhm. français. Si tu veux, c'est un acronyme, un sigle pour Know Your Customer. En français, c'est la connaissance client. Tout simple, D'accord. basique. De façon très simple, en tant que prestataire, savoir avec qui tu parles, connaître la personne à qui tu fournis un service pour savoir de façon basique quel service tu vas lui fournir. Si on prend par exemple un étudiant qui va ouvrir un compte en banque, on Mhm. ne va pas lui donner une carte Gold parce que son profil ne correspond pas à cette carte-là. C'est aussi simple que ça, la connaissance client. Maintenant, en termes de conformité, Mhm. en fait, la conformité, si tu veux, c'est l'application de la réglementation internationale ou locale. Donc, Mhm. en fait, on a des instances qui établissent des règles que chaque assujetti, un assujetti, c'est quelqu'un qui est soumis à cette réglementation. En termes de conformité, de façon globale, on est tous soumis. Mais si on veut spécifier, ce sont les banques, l'assurance, Mhm. les notaires, les agents immobiliers, les fintech. Je ne citais que celle-là. Sinon, la liste est assez grande. La liste est assez pléthorique. Pourquoi on spécifie particulièrement ces personnes-là sont, si tu veux, les maillons numéro un dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ok. Voilà. Mhm. Donc en fait, on parle de la conformité, Mhm. on introduit le KYC qui est un pan de la conformité et on arrive sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. On ne réduira pas la conformité que à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est un Mhm. pan. Mais Mhm. si tu veux, c'est l'un des éléments les plus importants. Mhm. Donc, dans mon parcours, en fait, j'ai travaillé surtout sur ces aspects-là. Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, je vais parler pour ça. Et donc, en fait, moi, si tu veux, mon expérience, en fait, chez HSBC, j'étais chargé de conformité là-bas. Et ma tâche consistait à analyser le fonctionnement du compte des clients de l'HSBC. Toi, Janice, par exemple, qui a un compte chez HSBC. À Mhm. l'ouverture de ton compte, ton conseiller clientèle t'a posé un certain nombre de questions. Peut-être pas fait attention, pour toi, c'était normal. En te posant ces questions et en te demandant des justificatifs, il était en train de faire ce qu'on appelle ton KYC. Prenez à te connaître. Ça, c'est sur le volet commercial. D'accord, Sur le ok. volet réglementaire, Mhm. c'est une charge qui lui incombe. Parce que pour rentrer en relation avec un client, on a deux voire trois questions qu'on se pose. Mhm. Qui êtes-vous? Pourquoi vous voulez rentrer en relation avec nous? Mhm. Qu'est-ce on peut vous fournir? Mhm. Si on a une réponse à ces trois questions, et que les éléments de réponse à ces trois questions cochent les cases, on entre en relation. S'il y a 2 sur 3, on entre en relation, mais il y a une vigilance. S'il y a 1 sur 3, selon le client, on peut rentrer en relation ou dire non. Et donc, ton conseiller clientèle, quand tu es rentré, il t'a demandé ton nom, ton adresse, ce que tu fais dans la vie, Tout à fait. et une panoplie de papiers pour justifier ça. Mhm. Donc, ton nom, c'est ta pièce d'identité qui va prendre pour confirmer. Mhm. Ton adresse, c'est une attestation, un justificatif de domicile, donc une Mhm. facture et tout ça. Mhm. Et ce que tu fais. Donc, ce que tu fais, si tu es professionnel, c'est une fiche de paye. Si tu es étudiant, c'est une carte d'étudiant, bien une attestation d'inscription. Le tout étant que, à la fin, en prononçant ces informations,
il est rempli dans des outils. Un outil propre qui va remonter chez les analystes conformité de niveau 1. Tout Eux, ça dans la banque, hein? C'est à oui, l'intérieur de la banque. Ok, à l'intérieur de la banque. À l'intérieur de la banque. d'accord, ok, ok, Voilà. ok. Ça va chez les analystes conformité qui, eux, vont faire l'analyse des éléments que tu as fournis. Mhm, Vérifier si tu n'es pas sur une liste de sanctions, ou bien s'il n'y a pas d'informations défavorables sur toi dans mhm, des outils qui sont internes. mhm. Et une fois qu'ils ont toutes ces informations, ils vont établir ce qu'on appelle la cotation risque du client. La cotation risque du client, c'est aussi simple que ça, c'est ta note sur 10. Mhm. Plus ta note est élevée, plus tu as un client à risque. Un client à risque, ça peut être un client qui peut être une porte d'entrée pour faire du blanchiment d'argent, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui peut être une porte d'entrée pour de la fraude. Je vais utiliser un terme que peut-être que tu ne connais pas, une personne politiquement exposée. Une personne politiquement exposée, c'est une personne, en fait, si tu veux, sans rentrer dans les détails, qui a une fonction qui lui permet, si tu veux, de faciliter la corruption. Mhm, Exactement, la mhm. corruption. Par exemple, un président de la République, c'est une personne politique. Un juge, c'est une personne politiquement exposée. L'épouse du juge est aussi une personne politiquement exposée. Le juge n'est pas forcément attaqué directement, mais comme sa femme est là-dedans, il peut être enclin à favoriser la corruption ou laisser certaines facilités. Donc, si on prend un exemple, une personne politiquement exposée, c'est un client à risque. Mais qui dit pas forcément blocage de la transaction, on peut ouvrir. Une personne, par exemple, qui est sur une liste de sanctions, c'est un client à risque. Si on prend des gens qui forment le groupe Daesh, ce sont des personnes à risque. Et ces personnes à risque, est-ce qu'elles ont vraiment des surveillances accrues par rapport à leurs transactions, au comportement de leur compte? Totalement. À partir du moment où on a une personne en fait avec une cotation risque, parce qu'il y a 3 niveaux de risque: Mhm, faible, moyen et élevé. mhm, Une personne à risque faible, c'est une personne lambda. C'est l'étudiant lambda qui n'a rien à faire et tout ça. En règle générale, la loi, selon les pays, son KYC doit être revu chaque 5 ans. d'accord, ok. S'il n'y a pas de transaction bizarre qui se passe sur son compte. Mhm, Une personne avec une cotation risque moyenne, c'est 3 ans. Et une personne avec une cotation risque élevée, c'est chaque année. Ça, c'est dans le standard. Dans le KYC peut être revu, même si on n'est pas arrivé en fait à l'échéance en fait à l'échéance prévue, parce que il est peut-être arrivé sur ton compte qu'il y a une transaction qui est jugée suspecte. mhm. Elle est suspicieuse. Donc dès qu'elle est suspicieuse, suspect c'est quoi? C'est quelque chose en fait qui n'est pas en accord avec ton profil. Ce que tu avais déjà déclaré auparavant. C'est que tu as déjà déclaré ce que Mhm, le conseiller clientèle a récupéré et que les analyses conformité ont validé. S'il y a une transaction qui ne va pas en accord avec ton profil, c'est suspect. Et ces transactions-là, en fait, elles ne sont pas remontées par des hommes. Sinon, c'est trop de problèmes. On ne peut pas analyser le fonctionnement. Il y a des outils qui sont définis, qui, en fait, on a implémenté certains scénarios, certains codes, en fait, qui, selon le fonctionnement du compte, des opérations, qui, lui, juge suspect. Et une fois que lui l'a jugé suspect, c'est pas parce que lui, outil, a jugé suspect que c'est suspect. L'analyse conformité vient analyser aussi l'opération. Mais tu analyses une opération par rapport à quoi? Tu analyses l'opération par rapport au profil KYC du client mhm, et par rapport au fonctionnement du compte habituel. Parce qu'un étudiant lambda peut utiliser sa carte bleue tous les jours. mhm. Et un autre étudiant peut dire non. En début de mois, je retire un certain montant et c'est ce montant-là que j'utilise pour faire mes transactions. Donc tu ne vas pas étudier le fonctionnement du compte du client A comme du client B. Non, c'est pas Tout pareil. à fait. Pour revenir à ta question, les clients qui sont risqués, oui, il y a une vigilance accrue sur eux. Et on ne contacte jamais un client sur lequel il y a une vigilance. C'est interdit. On ne le contacte. On peut le contacter si on a besoin d'informations. Si on a besoin d'informations pour valider ou pour confirmer certains éléments, on le contacte. Parce que de toute façon, c'est son compte. C'est lui qui a fait la transaction. Donc, forcément, il est à même de justifier ou pas. Donc, on lui demande. Mais jamais ça ne sera présenté pour dire que oui, bonjour monsieur X, dans le cadre de l'analyse de votre compte, on vous demande tel ou tel papier. Non, c'est pas bon. Parce qu'un client n'accepterait pas que son compte soit analysé.
c'est un peu, on va pas dire c'est sa vie privée, mais voilà, c'est un peu privé. En fait. C'est du domaine de ce qui est personnel, donc il n'aimerait pas trop. L'analyse de la conformité dans le comportement Mhm. des clients. C'est quoi le concrètement? C'est quoi les faits? Alors, si on prend l'analyse comme ça, on va penser que les analyses conformité vont fouiner dans les comptes chaque jour. Non, ils font pas ça. Mhm, Ils peuvent pas. mhm, La plupart des banques ont des milliers et des milliers de clients. Donc mhm, on peut pas fouiller dans les choses. Comme je t'ai dit au début, on a des outils en interne qui sont développés. Ça peut être des outils en interne ou bien des outils qui ont été développés par des éditeurs qui remontent des transactions qui sont dites suspectes. mhm. Ça veut dire que suspect ne va pas forcément avec une personne à risque. Même une personne qui n'est pas risquée peut avoir une transaction qui est suspecte. Par exemple, une personne qui n'est pas à risque, un étudiant qui a déclaré avoir un boulot étudiant qui touche 600 € tous les mois. Donc on a vu sa fiche de paie, on a vu que peut-être qu'il est serveur, quelque part, tout ça, machin, il touche 600 €. Et du jour au lendemain, il va recevoir un virement ou bien encaisser un chèque de peut-être 10 000 € sur son compte. L'outil s'insurge parce que dans sa configuration, il n'est pas censé fonctionner comme ça. Il est censé peut-être recevoir 6 000 à l'année, mais pas 10 000 € sur son compte. Donc pour lui, c'est suspect. L'analyse conformité va aller étudier cette transaction. Mais avant d'étudier cette transaction, il va d'abord s'assurer que le KYC est à jour. Parce que si le KYC déjà n'est pas à jour, l'analyse est déjà biaisée. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que tu vas émettre des hypothèses, mais qui sont déjà fausses. Donc une fois que le KYC est à jour, on va vérifier la transaction. Les transactions, souvent, ça peut expliquer. Bon, il a reçu 10 000 € parce que c'est un héritage. Du moment où la transaction est explicable, il n'y a pas de problème. Explicable par qui? Alors, dans un premier temps, si elle est explicable par l'analyste qui fournit en fait les détails de son explication, parce que les analyses ne sont pas juste j'ai regardé, oh non, c'est rien, je valide. Non. Il y a un détail, parce qu'on doit tracer, parce que derrière, en fait, on est audité. La banque est auditée. Et donc, en fait, tu dois tracer pour justifier, en fait, sur la base de quoi tu déclares que cette alerte-là n'en est pas une, n'en est pas une. Maintenant, dans le cas où tu n'arrives pas à expliquer, tu vas contacter le conseiller clientèle qui, lui, est en front avec le client. Peut-être qu'il a certaines informations qu'il n'a pas transmises directement ou bien qu'il a reçues oralement. Dans le cas où il n'a pas, tu lui demandes de contacter le client. Et lui, il contacte le client, mais il ne contacte pas le client dans une position de on est en train de faire une investigation sur ton compte, donc donne-moi ces informations. Non. Ça peut être il le contacte le client pour dire ah, bonjour monsieur X et tout ça, machin, et tout, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu et tout ça, machin. Je viens de voir sur votre compte passer une transaction comme ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer tout ça, machin, et tout. Et le client peut expliquer. Je comprends. On est tous passés par ce genre de Bien transaction-là. sûr, Tout le monde. Tout le monde. bien sûr. Voilà. Tu te rends compte qu'il a glissé ça d'une manière, en fait, mais c'était une investigation qu'il faisait. D'accord. Ok, 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 Ça ok. peut être de sa propre initiative parce qu'il a vu, ou ça peut être une demande qui descend directement des analyses conformité. Donc ça, c'est pour le client lambda. Maintenant, pour le client à risque, Mhm. on a fait sa cotation risque, on a vu qu'il est risqué. Donc déjà, il y a une vigilance renforcée sur lui parce que ça peut être une porte d'entrée pour une fraude. Donc lui, la plupart de ces transactions sont vérifiées. Quand c'est vérifié, qu'est-ce qu'on fait? Origine des fonds. Si je peux savoir d'où ça vient et je sais d'où ça part, suspicion close. Si je ne sais pas d'où ça vient, et même si je sais d'où ça part, c'est suspect. Si je sais d'où ça vient et je ne sais pas où ça va, c'est suspect. À partir du moment où j'ai l'origine, j'ai la fin, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour revenir au cas de Gims, pour l'instant, il est présumé innocent. Bien sûr, oui. Mhm. Il a été interpellé dans le cadre d'organiser pour un projet, je pense un projet immobilier au Maroc pour un montant de 100 millions. Et pour l'instant, c'est les informations qu'on a reçues sur aux informations, donc on n'a pas pu lire les griefs et tout ça. Mhm. À mon humble avis, je pense que certaines transactions ont dû passer sur son compte. Peut-être pas même sur son compte directement, mais sur le compte de certaines personnes qui étaient jugées à risque. Ils ont vu son nom, donc ils l'ont interpellé. Mais on l'interpelle dans un premier temps pour le questionner. Le moment où la transaction est détectée et le moment où c'est, par exemple, transféré au niveau de la magistrature, il y a un long parcours. Bien sûr. Il y a au moins 2 à 3 niveaux d'analyse dans un premier temps. Il y a un premier niveau d'analyse très
j'analyse, je vois que ça fonctionne, c'est bon, je vois que ça fonctionne pas, c'est bizarre, je transmets au niveau 2. Le niveau 2, en règle générale, ils ont certains contacts en fait avec les banques consoeurs pour voir en fait, bon, j'ai un client qui est chez moi, mais qui, je pense qu'il a un compte chez toi aussi. Il y a un compte, il y a un virement qui vient de chez toi. Est-ce que tu peux me dire d'où ça provient? Si lui, il peut pas dire, ça remonte. Si à ce niveau-là, on n'a pas les informations, on retrace et on envoie la plupart du temps au niveau 3. Et au niveau 3, c'est la plupart du temps les correspondants TRACFIN. TRACFIN, si tu veux, c'est la cellule de renseignement financier. C'est l'entité en fait qui récupère toutes les transactions qui sont jugées suspectes, mais pas forcément avérées, hein, mais qui sont jugées suspectes en fait, où il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justificatif plausible en fait. On leur transmet. Ils ont certaines facilités, certains contacts que les banques n'ont pas forcément. Et à partir du moment où pour eux, c'est suspect, c'est avéré, là, ça peut être transmis au niveau de la magistrature ou bien au niveau de la police et tout ça. Ok. Mais ça se fait pas en 2 jours ni en 3 jours. Ou par exemple, le maître Gims. Est-ce que c'est Mhm. parce que c'est une star qu'on l'a interpellé à l'aéroport? Non, non, Ou non, bien, je pense. est-ce que moi, par exemple, Mhm, on vu comme ça, tu vois, après l'analyse que tu viens de me donner là, mhm, et mhm, les recherches qu'ils ont faites, on trouve mhm, ça suspect, et puis je mhm, peux être interpellé en mhm. dehors de mon lieu d'habitation. Totalement. C'est possible. D'accord. Maître Gims, ça a fait un tollé parce que c'est une star. Donc Mhm. ça a été publié sur les réseaux sociaux. Mais il y a une multitude de personnes qui sont interpellées sur leur site de travail, dans la rue et tout ça. D'accord. Il y a des gens qui sont Par contre, je ne interpellés. savais pas. Tu Ah vois? si, 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 ça existe. D'accord. Ça existe. À partir du moment où en fait on a des éléments probants Mhm. qui peuvent attester qu'il y ait un interrogatoire qui doit se faire, Mhm. on y va. C'est quoi une fintech? C'est une fusion de la finance et de la technologie. Les fintechs sont venus dans un objectif de, comme on dit, technologie, digitaliser tout. C'est-à-dire que tu es assis à la maison, tu as besoin d'ouvrir ton compte chez la banque N26. Tu es assis chez toi, tu vas sur le site, création de compte. Ils ont un parcours, un flux, comme on l'appelle. Tu donnes tes informations, tu déposes les éléments pour justifier ça, et puis c'est fini. Derrière, ils font l'analyse, ils vérifient que c'est bon, ils valident ton compte ou pas. La fintech, c'est la digitalisation en fait de la banque traditionnelle. Ce qui me vient là comme ça, comme question, c'est que Mhm. il est plus facile d'ouvrir un Mhm. compte auprès d'une fintech. Oui, si on prend le cas de la digitalisation, oui, il est plus facile. On n'aura pas bon, on aura des questions, oui, non. Après, on envoie un document en 24 heures. Il suffit juste de prendre une photo avec son passeport, prendre une Mhm. digitale, et puis bon, Mhm. en fait, c'est Mhm. fini. Mhm. Est-ce que les fintech ne sont pas... Ne sont pas confrontés au risque un peu plus que les banques traditionnelles. Alors, normalement, Est-ce qu'on va étudier le profil, oui, voilà, tu vois? oui, oui, normalement, elles ont, en fait, si vous voulez, les fintechs elles sont assujetties à la même réglementation que les banques. C'est la même chose. Maintenant, elles n'ont pas forcément les ressources pour créer ce genre d'équipe-là. Et très souvent, les fintech viennent dans un objectif de fournir un service, bien de proposer un produit. Donc, c'est pas toujours penser à la création même, en fait, de l'entité, d'intégrer la partie conformité. Très souvent, on est concentré sur l'aspect commercial. J'ai un produit qui est intéressant. Il faut que je crée une plateforme pour que les gens puissent véritablement se connecter dessus pour acheter tout ça, machin, Tout à et tout. fait. Mhm. Donc, c'est quand une fois que le produit est lancé, on se rend compte qu'il y a vraiment un raz-de-marée, puis on se dit, ah, j'ai oublié, il faut que j'intègre Mhm. la conformité là-dedans. Et là, ça, c'est un peu compliqué parce qu'il faut déconstruire ce que tu as construit pour venir intégrer. Donc, très souvent, on conseille aux fintech d'intégrer dès la jeunesse, dès la base, hein, Mhm. le volet conformité. Après, c'est une fintech. On n'est pas obligé d'avoir une équipe surdimensionnée d'analystes. Les, les ressources ne sont pas illimitées. Et on utilise les ressources au maximum pour essayer de véritablement bonifier le bébé qui est le produit ou bien le service. Les autres services, là, si on peut les réduire, les fintech essaient de travailler avec, par exemple, des outils qui sont sur la place, qui sont sur le marché, pour essayer de vraiment faciliter, essayer de se mettre en conformité la plupart du temps. La plupart du temps, l'objectif, quand une fintech intègre, par exemple, un processus KYC, dans sa tête, c'est je me mets en conformité. Il n'y a pas le côté stratégique, il n'y a pas le côté, il n'y a pas le côté, il n'y a pas le côté commercial. Donc, penser comme ça, c'est voir le KYC comme une charge, comme un fardeau, comme un boulet. Sauf que si tu ne fais pas de KYC, eh ben, tu t'exposes au risque.
tu t'exposes à travailler avec quelqu'un qui est peut-être sous une liste de sanctions, qui est interdit. Et s'il y a un audit et qu'on se rend compte qu'en fait la personne a fait passer de l'argent par ta plateforme ou bien via ton outil, c'est ta confiance qui dégringole. Est-ce que Wave propose les mêmes services que les banques traditionnelles? C'est moi, quand je pars à Abidjan, j'ai mon compte Wave, je ma carte Jamo. Quand je finis de faire les... Est-ce que c'est cette plateforme-là? Est-ce que ce sont les fintech, Wave, Jamo? Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, Jamo, c'est une fintech. Mhm, Jamo, c'est une fintech parce qu'en fait, une fintech, c'est vraiment prodiguer des services en se basant sur le digital, mhm. sur la technologie. En fait, Jamo, il y a une structure, il y a un bâtiment, mais la plupart des transactions sont faites véritablement à travers le téléphone, à travers les tablettes, à travers Tout à fait, l'ordinateur, oui. moins simplifié. Pareil pour Wave. Mhm, Wave est venu, en fait, si tu veux, avec le sort des mobile money. mhm, mhm, mhm. L'objectif, en fait, pour Wave, comme Jamo a encore un agrément, en fait, pour interagir, parce que là, en ce moment, elle récolte un peu l'épargne et elle fait des prêts. Donc, en fait, il y a un agrément, en fait, à avoir au niveau des instances, UMOA, la CDAO. D'accord, ok, ok. Wave, c'est un autre truc. C'est vraiment mobile money. Mhm, C'est vraiment mobile money. En Afrique, la plupart, en Côte d'Ivoire, pour chose, les banques traditionnelles, là, sont considérées un peu comme une affaire de riches. Tout le monde ne peut pas ouvrir un compte à la banque. On ne va pas demander au cordonnier d'aller ouvrir un compte. Wave a compris ça et est venu fournir en fait ce service-là. Venez chez nous, on vous ouvre un compte, vous avez la possibilité de payer avec en scannant les codes là et tout ça. Aussi simple que ça. Donc oui, c'est une fintech. Maintenant, est-ce que c'est à cause des fintech que la Côte d'Ivoire a été placée sur liste grise? Non, c'est pas les fintech. Parce que les fintech sont assujettis à la même réglementation. Donc on ne peut pas utiliser les fintech comme bouc émissaire de cela. La Côte d'Ivoire a été placée sur liste grise tout simplement parce que le GAFI a considéré que certains pans de la réglementation n'étaient pas mis en place stricto sensu par les assujettis en Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. Mais par les assujettis, on entend les banques traditionnelles, les fintech, les établissements de monnaie électronique et tout. Tout le monde est assujetti. Donc en fait, il n'y en a pas un, il y a pas un bon élève, il n'y a pas un mauvais élève. d'accord. On est tout le monde dans le même bateau. Et c'est à partir de là aussi que on a commencé à se rendre compte que la conformité, c'est pas juste un mot, c'est pas juste un service qui existe, mais c'est vraiment quelque chose de très important, très primordial en fait, dans la plupart des sociétés qui sont assujetties. Parce qu'à force de décaler ça de côté, à penser que bon, c'est un poste juste pour voilà, l'archiviste, on s'est rendu compte que les instances frappent. La CEDEAO donne des sanctions qu'on ne Mhm, respecte pas. La mhm. CEDEAO donne des sanctions. En France, ici, c'est l'AMF, la CPR qui donne des sanctions. Aux États-Unis, c'est l'OFAC. Donc, en fait, on est placé sur liste grise, pas juste à cause des fintech. Mais si on revient aux fintech, c'est sûr que le fait de tout digitaliser, ça simplifie les choses. Et en fait, digitaliser, avec l'essor de l'IA, ça simplifie certaines tâches. Mais ça a Mhm. aussi donné des armes aux fraudeurs, avec des éléments tels que les deepfakes. C'est-à-dire que je suis là comme ça, je te parle, mais tu n'as aucune garantie que c'est moi. Car C'est sûr. ça, Oui. tu vois mon visage, tu me Mhm, vois mhm, gesticuler, ça se mhm. trouve c'est une vidéo qui a été préenregistrée, ou bien c'est moi qui parle, mais c'est pas mon visage. Là, tu disais tout à l'heure que ma barbe n'est pas blanche, mais peut-être qu'elle est très grise, elle est poivrée, mais j'ai utilisé un deepfake, tu vois. Donc, par rapport aux banques traditionnelles, les fintechs sont beaucoup plus exposés à la fraude. Posé, tout à fait. C'était Elles ça sont ma beaucoup plus question. exposées elles sont beaucoup Mhm, plus exposées à la fraude. On a mis en place ce qu'on appelle le e-KYC, le KYC électronique. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de venir se déplacer pour venir donner les informations, on les donne en ligne. Un outil peut être, on a des outils très performants qui peuvent véritablement attester que la pièce d'identité qui a été fournie, c'est une vraie pièce d'identité. C'est-à-dire d'accord. qu'elle est en cours de validité, la personne qui a fourni la pièce d'identité, tout ça, machin. Mais on peut pas, aucun outil sur cette terre peut confirmer que une fiche de paye est vraie. C'est pas possible. Parce que la fiche de paye de Philadéo, c'est pas la fiche de paye de Ceinture. voilà, ni la fiche de paye de Cristalline. Donc, sur la base de quoi tu te bases pour faire ça, tu vois? Oui. Mhm, Donc,
si une personne vient, il a sa bonne pièce d'identité. Les fintech aussi ont compris ça, ils ont commencé à mettre en place certains outils. On a un outil que, je ne sais pas si je peux faire la pub, un outil que je développe avec un ami, Emmanuel, que tu connais, qui s'appelle VerySharp KYC, qui s'inscrit en fait, si tu veux, dans les processus d'entrée en relation des clients pour aider les entités à mettre en place un KYC digital. Ah, d'accord. Et donc, vous proposez ce service-là aux fintech? Aux fintech, aux assurances, aux banques, aux notaires, à tous les assujettis. D'accord. Donc, VerySharp, c'est... d'un point de vue pratique, ce que je comprends avec ce produit, c'est que lorsqu'elles vont intégrer ce produit en interne, elles n'auront pas besoin d'un analyste conformité. Dans un premier temps, véritablement à l'entrée en relation, ce qu'on appelle l'onboarding. Quand vous allez rentrer en relation, VerySharp KYC, c'est-à-dire que, disons que Philadeo, c'est une plateforme. Tu fournis un service et pour les gens, pour véritablement souscrire à ce service, il faut qu'ils s'inscrivent. Quand ils vont s'inscrire, on va fournir ce qu'on appelle une API, une espèce de passerelle en fait entre Philadeo et VerySharp, que le client, en se connectant, donne une certaine liste d'informations selon son profil. Si c'est un étudiant, on lui demande un certain nombre d'informations. Si c'est un professionnel, un certain nombre d'informations. Si c'est un entrepreneur, un certain nombre d'informations. Une fois qu'il fournit ces informations, on va lui demander ces éléments justificatifs, les identités et tous les documents afférents pour justifier ça. L'intérêt de VerySharp, ça va être en fait de confirmer que la personne qui est en train de faire cette ouverture de compte-là est vraiment la personne qui fournit les informations. De façon pragmatique. Toi, Janice, tu ouvres un compte. Tu donnes ta pièce d'identité. VerySharp va te demander de faire une photo live de ta pièce d'identité. Mais aussi une photo live de toi. À la seconde près, l'outil va faire un mix-match entre la photo qui est sur ta pièce d'identité et la photo qui est attirée pour confirmer que oui, c'est la bonne personne. Ça, c'est un. Et deux, il va vérifier que la pièce d'identité que tu as fournie est cohérente, est vraie, est en cours de validité et est licite en fait. C'est pas quelque chose qui a été fait par l'IA. Parce qu'autant l'IA facilite pour gérer tout ce qui est technologie, mais l'IA aussi peut permettre de faire des pièces d'identité fausses. Ok, donc c'est discerner le vrai du faux, dans un premier temps. Et vérifier l'identité de la personne. Et une fois que cette identité est vérifiée, les éléments sont transmis aux analystes KYC, qui, eux, vont confirmer l'information que l'outil a donnée, et ensuite analyser les éléments documentaires qui ont été fournis et faire les vérifications sur les différentes listes de sanctions qui existent. La liste locale, la liste internationale, la liste de gel et tout ça. Et une fois que ces éléments-là sont faits, maintenant on a une cotation risque. Et là, on ouvre ou on n'ouvre pas. C'est un produit qui a été véritablement fabriqué pour l'Afrique, dans un premier temps. On n'est pas véritablement... parce qu'il y a beaucoup d'outils qui existent au niveau de l'Europe et de l'international. On a vraiment décidé de s'axer sur l'Afrique parce qu'on s'est rendu compte en fait que la conformité, la lutte contre le blanchiment et tout ça, ça existe en Afrique, mais c'est pas encore très développé. Tout à fait. Donc on a décidé, en tant qu'enfant du pays et enfant du continent, apporter notre pierre à l'édifice en fournissant cet outil-là. Est-ce que c'est aussi à disposition des banques traditionnelles? Totalement. Okay. Tout le monde, tous ceux qui sont assujettis ont accès à cet outil-là. Ça a été fait pour eux, pour tout le monde. Que tu pourrais dire justement à la fin là, le mot, le message pour ce produit que vous avez développé? Ce serait à ces assujettis-là de ne pas considérer la conformité comme juste un pan réglementaire de leur activité. Et je te remercie de m'avoir donné cette plateforme. Donc, en tout cas, merci beaucoup et puis on se dit bye bye, à la prochaine. À la prochaine, bye.